François Hollande, vous l'avez bien connu, vous avez travaillé avec lui. Votre réaction ce soir à la mort de Lionel Jospin? C'est une idée de la gauche qui, non pas disparaît, mais qui ne trouve plus cette incarnation qui a été la sienne pendant des décennies. Lionel Jospin, c'était une orientation, le réalisme de gauche, conjuguer les réalités économiques avec les avancées sociales. C'était une méthode, la gauche plurielle. La gauche plurielle, c'était pas l'addition des sensibilités ou la fragmentation, c'était C'est pas une ligne. l'alliance rose-rouge-vert, comme dit Jean-Luc Non, Mélenchon? c'était une ligne, la clarté, et autour de laquelle il pouvait y avoir le rassemblement. Et quand il n'y avait plus cette harmonie, eh bien on sait ce qui s'est apparu le 21 avril 2002. 2002. Ensuite, Lionel Jospin, c'est une rigueur morale. Et la gauche a besoin d'une éthique, toujours plus peut-être que d'autres formations politiques. Quel est le souvenir le plus fort que vous avez avec lui, s'il y en a un? J'ai deux souvenirs, un heureux et un malheureux. Le souvenir heureux, c'est la dissolution de 1997, qui était déjà hasardeuse. C'est-à-dire que Sous Jacques Chirac. Lionel Jospin ne pensait pas que Jacques Chirac allait dissoudre. Je lui ai dit, il va dissoudre. Il m'a dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas rationnel. Et néanmoins, il était prêt. Il avait fait le travail programmatique pour être prêt, quelle que fût l'échéance. Et donc, il y a eu la victoire. Et puis, le souvenir malheureux, c'est en 2002. Je lui dis, là, ça me paraît compliqué. Et il n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une élimination au soir du second tour. Le 21 avril. Et ça l'avait conduit à ne pas appeler au vote utile, à ne pas dramatiser, penser que les Français allaient voter comme ils devaient voter, de manière cohérente, de manière rationnelle, de manière utile. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, c'était pour lui un moment extrêmement douloureux. Et dans un rare moment de confidence, car il en faisait peu, il m'a prévenu, avant même qu'il en fasse l'annonce, qu'elle allait se retirer de la vie politique. Les municipales maintenant, si vous le voulez bien, le PS avait dit pas d'alliance nationale avec les Insoumis et dès le soir du premier tour, vous avez fait des alliances au niveau local, à Toulouse, à Brest, à Limoges, à Tulle, à Clermont-Ferrand et vous avez perdu dans toutes ces villes. C'était une erreur, il ne fallait pas s'allier en aucun cas. Non, j'avais dit, pour ce qui me concerne, qu'il ne devait pas y avoir d'alliance avec la France insoumise, surtout quand la France insoumise était en tête. Et il n'était pas concevable qu'à Toulouse ou à Limoges, les socialistes se mettent derrière la France insoumise, non pas parce qu'il faudrait être contre l'Union, mais parce que compte tenu des propos qu'avait tenus Jean-Luc Mélenchon, compte tenu aussi de la violence, de la brutalité, de la manière avec laquelle, d'ailleurs, les insoumis traitent les socialistes, avec une espèce de voracité, de mépris, non, il n'était pas concevable que des socialistes se mettent derrière la France insoumise à Toulouse et à Limoges. Mais pourquoi vous l'avez prôné? Pardon François Hollande. Olivier Faure vous a répondu ce matin, il vous accuse de double discours parce qu'il cite deux villes, Tulle et Brest. Tulle, c'est votre fief. Brest, le candidat est un de vos très proches. Et il dit que vous avez conseillé l'union. C'est ce que dit le maire, le candidat qui n'est plus maire de Tulle. Il dit que vous lui avez dit fais l'union, et vous avez accepté qu'il reçoive deux insoumis sur sa liste. Où est votre cohérence? À Brest, oui, elle est cohérente. À Brest, j'ai déconseillé au maire François Cuillant de faire l'alliance avec LFI. Parce que je pensais que c'était inutile et parce que c'était peut-être même contre-indiqué, c'est l'expérience qu'il a montrée, et c'était trop tard, il avait déjà fait cette fusion. Ça reste un ami, je lui dis tout l'hommage que je dois lui donner pour l'action qu'il a menée pendant longtemps, hein, c'était son 5e, 6e mandat. Quant à Bernard Combe, il n'a pas fait une alliance avec la France insoumise à Tulle. C'est une liste d'union de la gauche. Non, c'est pas pareil. Il a accepté deux candidats insoumis socialistes. Le fait qu'il y ait eu deux... Effectivement, c'était une liste communistes et écologistes, et il y avait deux insoumis. Et le fait qu'il y ait eu deux insoumis a suffi pour finalement conduire des électeurs qui avaient voté pour la liste socialiste au premier tour à ne pas le faire au second. Donc il faut en tirer les leçons. La leçon, c'est que... Qu'est-ce que vous demandez à Olivier Faure ce soir, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste? Qu'est-ce que vous lui dites? Il est toujours légitime? La leçon, c'est pas pour des questions de personnes. La leçon, c'est pour des stratégies politiques. Quelle est la prochaine élection? Ce n'est pas une élection municipale, donc une élection législative. Il n'y a pas d'alliance. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire si on veut offrir une perspective aux Français? Si on veut leur donner
la certitude qu'au deuxième tour, il peut y avoir une présence de gauche et de gauche réaliste. Il faut qu'il y ait une candidature socialiste, social-démocrate, comme on voudra, c'est-à-dire avec le Parti socialiste, avec Place publique, avec la Convention, avec la société civile. Tous ceux qui veulent qu'il y ait cette offre-là doivent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Olivier Faure est-il la bonne personne pour diriger le PS, pour aller dans votre stratégie, oui ou non? S'il va vers la primaire, c'est-à-dire la primaire avec la gauche qui finalement est dans une position intermédiaire entre la France insoumise et le Parti socialiste, qui n'est pas sur la même orientation, qui n'est pas sur la même ligne, ce n'est pas à ce moment-là la bonne méthode et la bonne stratégie. La seule stratégie que je recommande aujourd'hui, et l'appel que je lance, c'est que tous ceux qui veulent qu'il y ait une candidature de la gauche républicaine, de la gauche réformiste, de la gauche telle que Lionel Jospin, puisqu'on en a parlé, l'avait conçue, eh bien, il faut qu'il y ait cette candidature. Et qu'il ne faut pas perdre son temps dans je ne sais quelle alliance, dans je ne sais quelle primaire. L'élection présidentielle, c'est la rencontre, et je peux en parler, entre une personne et le pays sur une ligne politique qui doit être claire et qui doit être entendable par non seulement sa famille politique, mais au-delà de sa famille politique. Les élections ont quand même montré que la France insoumise progressait dans des villes populaires et vous arrache plusieurs villes à vous, les socialistes, aux communistes aussi, Saint-Denis, La Courneuve, Vénissieux, Vaux-en-Velin, Creil. Pourquoi ce vote populaire va maintenant à Jean-Luc Mélenchon et pas aux socialistes? Pourquoi il sait leur parler avec cette France nouvelle dont il parle et plus vous? Enfin, si je regarde le résultat des socialistes et de la gauche républicaine telle que je l'entends, il y a beaucoup plus de villes qui sont tenues par les socialistes que de villes qui sont tenues par les insoumis. Donc ils progressent parce qu'ils n'étaient nulle part. Donc c'est assez facile, quand on part de rien, d'avoir un peu mieux que rien. Mais ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est qu'il a réussi à avoir une influence sur un certain nombre de quartiers populaires et sur une partie de la jeunesse. Eh bien, il ne faut pas lui laisser. Parce que c'est les amener dans des stratégies de communautarisme ou dans des stratégies de radicalité qui empêchent précisément la gauche de gouverner. La campagne présidentielle est lancée. Vous serez où dans un an, François Hollande? Vous serez devant votre télé à regarder la soirée électorale ou vous serez dans la télé comme candidat? Non, mon problème n'est pas d'être dans la télé ou devant la télé. Mon problème est de savoir qui va être président de la République. Quel président de la République veut-on en 2027 ? Dans le contexte international que l'on connaît, avec Donald Trump et les guerres que l'on sait. Quel président de la République pour la France? À la fois pour tenir son rang, sa place à l'échelle du monde, et notamment à l'échelle européenne, et pour faire que la cohésion nationale, que l'unité nationale soit préservée. Tel n'est pas le cas si c'est le Rassemblement national. Mais si je mettais aujourd'hui ma question de personne, il y en aura une personne. Ce que je peux vous assurer ce soir, c'est qu'il y aura une candidature de la gauche réformiste en 2027. Et peut-être vous. Et si ça doit être une autre personne, ce sera pour gagner l'élection présidentielle. Merci François Hollande d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, on va accueillir Bruno Retailleau à votre place. Mais d'abord, revenons sur la victoire d'Édouard Philippe au Havre hier. L'ancien Premier ministre prend-il une longueur d'avance pour 2027, justement, face à des concurrents qui ne manquent pas, on l'a compris, Cyril Adrien-Salmon, Stéphane Listny. Confortablement réélu maire du Havre, voilà Édouard Philippe au centre du jeu pour 2027. Cette confiance, elle m'honore et elle m'impose d'être à la hauteur. Et ses électeurs l'y voient déjà. Édouard Philippe a tout à fait les épaules pour remplir la magistrature suprême. Officiellement candidat à la présidentielle, le Havrais prévoit d'accélérer sa campagne dans les prochains jours. Face à lui, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui ne veut pas se laisser prendre de vitesse. Je veux dire à ces électrices et à ces électeurs d'une gauche républicaine, comme je le dis aux électrices et aux électeurs de la droite républicaine, qu'ils trouveront toujours chez Renaissance une maison qui les accueille et qui construira avec eux un chemin pour l'avenir de la France. Lui aussi veut être sur l'affiche, le patron des Républicains Bruno Retailleau, auquel il faut ajouter tous ceux qui en rêvent, soit une dizaine de candidats en tout. Parmi eux, Gérald Darmanin plaide pour qu'il n'en reste qu'un d'ici la fin de l'année pour représenter la droite et le centre. Je mettrai toute mon énergie pour qu'on n'en ait qu'un seul. On voit dans ces municipales que quand la droite et le centre est divisés, ils ne sont pas au second tour ou alors ils sont battus. Mais comment départager ces potentiels candidats? Hypothèse numéro 1, via une primaire dont chacun dessine les contours selon ses intérêts. À droite par exemple, le président du Sénat plaide pour une primaire allant de Gabriel Attal à Bruno Retailleau, quand Laurent Wauquiez l'imagine plus à droite, d'Édouard Philippe
jusqu'à Sarah Knafo. Un seul candidat, c'est l'aspiration des électeurs, c'est l'aspiration majoritaire qu'on mesure dans nos enquêtes des électeurs du bloc central et des LR. Maintenant, est-ce que ça se réalisera? C'est tout l'enjeu des prochains mois. Les candidats aujourd'hui favoris espèrent ne pas avoir à passer par une primaire. Ils comptent sur leur campagne et les sondages pour s'imposer à leur camp. Et vous, Bruno Retailleau, qu'espérez-vous? Merci de nous avoir réservé votre première prise de parole. Bonsoir Léa Salamé. Bonsoir. Depuis les municipales, le second tour d'hier, avec le cap de 2027 évidemment, puisque ça y est, on y est. Vous êtes candidat à la présidentielle, vous l'avez dit. D'abord, votre réaction ce soir, évidemment, à la mort de Lionel Jospin, d'un mot. Écoutez, c'était un homme de conviction. Et pour moi, les gens qui me connaissent le savent, les convictions en politique, c'est l'essentiel. C'est une gauche que j'ai combattue. Je pense que les 35 heures ont été une mauvaise chose pour la France. Mais c'est une droite que je respectais. C'est une gauche que je respectais. Ah, parce que justement, il respectait la droite. Il n'était pas sectaire. C'était un homme d'État. Et quand je dis qu'il respectait ses adversaires, il fascisait pas tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. C'est lui qui avait été l'inventeur de la fameuse phrase. Il avait dénoncé le petit théâtre de l'antifascisme. Alors, c'est municipal. Vous avez remporté plusieurs bastions historiques de la gauche, on l'a vu dans le journal, Clermont-Ferrand, Besançon, Cherbourg. Mais vous avez échoué à Paris. Vous avez échoué à Paris alors qu'il y avait une volonté d'alternance. On le voyait dans tous les sondages d'opinion. Finalement, Emmanuel Grégoire a gagné très largement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi votre candidate, Rachida Dati, termine 9 points derrière? C'est un problème de campagne? C'est un problème de candidate? Il y a plusieurs raisons. Il y a une sociologie à Paris. Il y a le fait qu'en 2024, on n'avait pas un seul député. Donc on partait de très loin. Je pense que la défection de Pierre-Yves Bournazel n'a pas aidé à donner un élan. Et donc nous avons perdu. Il s'est retiré, il a accepté de fusionner? Bien sûr, mais ça aurait été sans doute un peu différent d'être quand même sur la liste. Le fait de ne pas être sur la liste, ce n'est un peu comme un désaveu. Donc c'est la faute de Pierre-Yves Bournazel. Non, je suis en train de vous dire l'inverse. Oui, mais... je suis en train de vous dire qu'il y a sans doute plusieurs raisons. Voilà, et on n'a pas gagné à Paris. C'est plus difficile dans les grandes villes. J'observe quand même, parce que souvent on parle de Paris, de Lyon, Marseille. À Lyon, on a gagné dimanche la métropole, avec Véronique Sarcelli, que je voudrais saluer ce soir. Pas la ville. À Marseille, je pense que nous gagnerons aussi la métropole. Les métropoles aujourd'hui ont beaucoup de compétences, la possibilité, notamment sur la mobilité, d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Vous avez refusé de donner des consignes de vote à Nice 3 jours avant le second tour, en voyant dos à dos Éric Ciotti et Christian Estrosi, en refusant de soutenir Christian Estrosi dans cet entre-deux tours clairement, alors que c'était votre candidat, le candidat de votre parti. Probablement pas le vôtre, Bruno Retailleau, mais est-ce que vous n'avez pas contribué à son échec? Est-ce que vous n'avez pas une petite responsabilité? Pas du tout. Simplement, j'ai réagi avec mes tripes. Je suis sincère, toujours. Et vous voyez, je réponds toujours aux questions qu'on me pose. Et quand on a un accord avec la droite, on ne fait pas des appels du pied à la gauche. Quand on fait un accord avec la droite, on ne fait pas des clins d'œil pour le vote communautariste. Ça, c'est bon pour LFI. C'est bon pour une certaine gauche non républicaine, mais pas pour un candidat qui prétend avoir le soutien de la droite. Donc vous vous êtes félicité au fond de la victoire d'Éric Ciotti? Pas du tout. Pas du tout. J'ai dit l'inverse d'ailleurs. Lorsque j'étais interviewé, que j'ai fait cette réponse, j'ai dit clairement que je n'appelais certainement pas à voter Éric Ciotti, qui nous avait lâchés au plus mauvais moment, en pleine dissolution, au moment où justement nos candidats partaient au front pour se battre aux législatives. Éric Ciotti défend l'union des droites avec le Rassemblement national. Il gagne largement à Nice. Est-ce que c'est un test? Est-ce que vous vous dites qu'il a raison, c'est ça qu'il faut faire dans d'autres villes, ailleurs, pour la présidentielle? Pas du tout. Tous les observateurs ont indiqué qu'il avait soigneusement caché d'ailleurs le logo Rassemblement national. Il a fait une campagne sur son nom, sur son seul nom. Et par ailleurs, ce que j'observe, c'est que les candidats qu'il a lancés, souvent contre les nôtres, ailleurs, dans d'autres villes de France, ont échoué. Laurent Wauquiez, il était sur ce plateau hier lors de la soirée électorale et il appelle à une candidature unique de la droite et du centre pour 2027 qui englobe l'espace qui va d'Édouard Philippe à Sarah Knafo. Vous êtes d'accord avec lui d'abord sur cet espace-là? Écoutez, d'abord, les élections municipales ont remis les pendules à l'heure. Ils ont montré que le vrai gagnant, d'ailleurs, c'est la droite et ses alliés, qui sont les gagnants, notamment pour les villes de plus de 9000 habitants. C'est considérable. Donc il y a une perspective pour l'électorat de droite. Il y a une possibilité de victoire en 2027, à 2 conditions. 1, il faudra se rassembler, c'est clair, le moment venu.
et n'avoir qu'un seul candidat pour être présent au second tour. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. J'entendais, d'ailleurs, il a été tout à l'heure montré dans le reportage, Gérald Darmanin, qui est par ailleurs un ami, dire qu'il faut se rassembler, la droite, le centre et même la gauche républicaine. Mais si on fait ça, il n'y aura pas de clarté dans le projet. Parce que ce sera à nouveau le « en même temps ». Ce sera la synthèse molle. Et donc, pour gagner, il faut à la fois être capable de se rassembler, mais sur un projet qui sera puissant. C'est ce que je veux porter. Parce que le constat que je fais sur la France, c'est que la France va mal, que les Français s'appauvrissent et qu'il va falloir renverser la table. Donc vous allez décider, si demain vous décidez, parce qu'il y a un bureau politique qui va décider comment vous allez désigner votre candidat, si vous décidez de faire une primaire ouverte, vous y allez, vous êtes candidat à la primaire. Je suis, dans tous les cas, candidat. Je suis candidat parce que à la primaire, à 2027 directement Mais je parle des élections présidentielles. Simplement, moi, je veux porter un projet d'une rupture radicale. Il y a 2 propositions qui me tiennent à cœur, parce que les Français s'appauvrissent. Si on veut donner du pouvoir d'achat, il va falloir travailler un peu plus. On ne peut pas vivre, si j'ose dire, avec du pouvoir d'achat dans un pays qui est en train de se tiers-mondiser. Donc qui est en train de s'appauvrir. Pour gagner plus, voilà, 13 mois ou proposition. un 14e mois, quelque chose qui soit attractif. Et puis l'ordre, rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre dans la rue, aux frontières, sans mentir aux gens. Et vous savez, si on veut reprendre le contrôle de l'immigration, si on veut une justice beaucoup plus ferme, il faudra modifier la Constitution et il faudra absolument que les Français puissent voter. Ce n'est pas aux juges de décider, c'est aux gens de décider la politique migratoire qu'ils souhaitent, mais aussi la politique pénale qu'ils souhaitent se voir appliquer aux délinquants en France. Dernière question, Édouard Philippe, il n'a pas pris une longueur d'avance, là, en gagnant hier au Havre largement, sur vous? Non, mais je me félicite de sa victoire. Et nous avions de nombreux candidats LR aussi sur sa liste. Encore une fois... S'il est le mieux placé, vous vous rangez derrière lui? Ce que je dis, c'est qu'il faudra trouver les conditions, évidemment, d'une candidature unique, mais ça doit se faire sur un projet puissant. Et un projet qui sera un projet de rupture. Et quand je voyais d'ailleurs LFI aujourd'hui, on voit bien que tout se rejoint. LFI prospère sur quoi? Il prospère sur le communautarisme. C'est un danger pour notre démocratie. Si on veut moins de communautarisme, il va falloir justement bloquer l'immigration, parce qu'une immigration mal intégrée, pas assimilée, ça produit le communautarisme. Et c'est le terreau sur lequel prospère LFI. Merci. Et donc nous serons aussi un adversaire résolu. Merci de Bruno LFI. Retailleau d'avoir été avec nous Merci. ce soir.